C'est ça, non? Oui, oui, enregistrement le code. Voilà, Ok, voilà. c'est bon. Ok, voilà. Alors, donc pour vous présenter un peu rapidement Mélanie, désolée pour le bruit ambiant. Donc en fait, Mélanie vient juste de finir le bootcamp. Elle a eu à évoluer dans un milieu professionnel hostile, on va dire, avec des chefs harcelants, un milieu vraiment, voilà, les missions qui sont ingrates, les chefs qui sont aussi méchants, le salaire qui ne suit pas, etc., etc. Et dans cet environnement professionnel-là très difficile, on va dire que le Seigneur est venu, s'est servi de sa douleur, est venu la chercher pour l'amener en fait à faire des recherches, à se plonger vraiment dans la psychologie, etc., pour essayer de trouver justement des solutions ou des idées qui pourraient lui permettre en fait de survivre, même plus que survivre en fait, dans cet environnement qui était difficile. Et elle a comme ça pu aider d'abord des collègues, hein, les personnes qui étaient autour d'elle, d'autres collègues, à surmonter en fait cet environnement qui était toxique. Et comme ça, voilà, en fait, elle a pu développer des solutions qu'elle va vous partager aujourd'hui. Donc, je la laisse se présenter plus en détail et puis commencer sa présentation. Alors, merci, coach Rosemary. Bonjour à tous. Ouais, moi, je suis Toré Yewoyaban Mélanie, épouse Gourou. Donc, j'ai connu la coach Rosemary par l'entremise de mon ami Ange Quadio, voilà, qui avait partagé le lien. C'est comme ça que je me suis inscrite à métier bootcamp de destinée et tout. Mais il faut dire, effectivement, c'est bien évidemment le travail. Je suis toujours même dans ce métier qui me casse la tête là. Je ne sais même pas pourquoi le Seigneur m'y maintient. Mais j'y suis toujours. Mais en fait, dans cet environnement vraiment difficile, par la grâce du Seigneur, la souffrance là a été un moteur pour faire des recherches en fait. Moi, j'ai découvert ma mission de vie dans ma souffrance. Et c'est ainsi que, en essayant de comprendre, de chercher des solutions, j'ai commencé à lire beaucoup de livres et puis je me suis orientée vers la psychologie. Non seulement pour comprendre au départ, c'était pour comprendre les techniques de manipulation et puis aussi pour me prémunir face à d'éventuelles difficultés et tout. Et puis après, j'ai remarqué que des gens venaient me parler et tout. Voilà, ils me faisaient confiance. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching, à faire des recherches, à participer à des conférences. Et puis, l'un dans l'autre, j'ai croisé la coach Rosemary qui m'a appris à divorcer avec les plantes. Voilà, parce que faut dire que dans cette confusion professionnelle-là, je disais à Ange même que moi-même, je suis même plus prête à travailler même encore pour une autre entreprise. Et c'est ce qui rendait difficile la démission, en fait. Mais il fallait comprendre aussi que moi-même, j'étais malade, puisque le burn-out, c'est tout ça, en fait. C'est le sentiment de non-accomplissement, c'est le sentiment d'inutilité, c'est le manque de productivité. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc, tout ceci pour vous dire que je suis allée faire la psychologie pour me connaître moi-même. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a permis d'aider d'autres personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a 85% de personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur emploi. Ça, il faut le dire. On rêve tous de travailler, on prie pour travailler, mais le travail, c'est beaucoup de choses. Et franchement, j'aimerais que cet échange soit interactif. Donc, j'aurai aussi besoin de vos expériences parce que je l'ai très bien simplifié pour qu'au sortir d'ici, on ait tout ça en tête en fait. Donc, les slides sont vraiment, vraiment des phrases précises et tout. Donc, je peux demander à ceux qui sont présents ici de se présenter, s'il vous plaît. Hello, Alors, je vais lancer le bal. Bonjour, Noélie Ewoye. bonjour. Donc, je suis maman de deux petits garçons. Je suis responsable conseil gouvernance chez Covea. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi? J'ai eu un burn-out en 2020. Oh. J'ai fait, du coup, justement en 2020, oui, j'ai fait le bootcamp aussi. Mhm, Et mhm. ça me parle.
D'accord, Voilà. d'accord. Et Merci, comment vous Mélanie. avez vécu ça, s'il vous plaît? Comment vous avez vécu le burn-out? Ah bah, déjà, je n'étais même pas consciente que j'étais dans un burn-out. C'est comme ça, c'est un déni de réalité. Les personnes qui en Ouais, souffrent. j'étais déjà pas consciente. Et toujours, c'est toujours très relié aussi à la vie professionnelle, hein. Ouf, C'est toujours très relié à la vie professionnelle. Le burn-out, c'est la maladie des gens qui sont très motivés, hein. bien Donc, sûr. et puis qui sont, enfin, moi j'ai l'impression il y a deux pans de personnalité, des personnes qui sont travailleuses et motivées et des personnes qui manquent de confiance en eux. D'accord. Donc, c'était un peu mon contexte. Après, je sais pas, je suis curieuse de voir un peu les généralités que vous avez pu avoir. En tout cas, moi, c'est arrivé vraiment dans le cadre de la sphère professionnelle avec un manager maltraitant, une vie de famille un peu délicate qui fasse que, bah, comme, comme dans un ring de boxe, je suis le ballon et on tape et moi, j'essaye de résister. Et donc, c'est comme ça que ça a duré de, de, de août à mars, hein. Ça a duré d'août à mars, donc ça a Mhm. été vraiment compliqué. Je D'accord. pourrais donner d'autres détails, hein. Si tu as des questions, Mélanie, n'hésite pas si tu veux m'utiliser comme exemple. Puis j'ai pas de souci avec. J'en Il n'y parle a pas, très, il y a très pas de ouvert. problème. Il n'y a pas de Mm. problème. Merci beaucoup, Noélie. En tout cas, notre séance, elle sera très interactive parce qu'on a tous un mot à partager là-dessus. Et puis voilà, on va parler, on va se comprendre et par la grâce de Dieu. Voilà. Ange, tu aimerais partager l'expérience ou bien tu as dit que tu ne pourrais pas parler aussi. Oh oui, je pourrais parler rapidement. Bon, je ne Mhm. sais pas si j'ai vécu de burn-out directement, mais je suis curieuse de savoir, au cas où ça pourrait m'arriver, comment réagir, comment le reconnaître pour ne pas que je puisse sombrer dans quelque chose de pareil. Donc, c'est un D'accord. plaisir pour moi d'être là et d'apprendre aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alors, Marie. Merci. Mélanie, s'il te plaît, comme je serai en train de partager mon écran, est-ce que tu Mhm. pourras surveiller s'il y a des personnes qui se joignent à nous, de les admettre dans la salle? Parce que sinon, ils seront. Je ne pourrais pas faire les deux. Comme je suis sur un téléphone, je ne peux pas à la D'accord. fois partager l'écran et admettre les gens Je vais aussi qui. surveiller pour te prévenir, Mélanie, si besoin. Voilà, oui. Ok, Dans les... D'accord. D'accord. Mm. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci merci. beaucoup. Ouais. D'accord. Donc, coach, on peut aller pour le premier slide, s'il te plaît. Coach, coach Rosemary, le premier slide, s'il te plaît. A peut-être perdu entre-temps. Donc, Mhm. j'ai expliqué un peu, en attendant qu'elle nous rejoigne, Mélanie, si tu veux, je Oui, te bien sûr. raconte un peu du coup D'accord, dis-moi. que j'ai la grâce en fait d'être finalement la seule participante puisque Ange est en train de nous lâcher. Mhm, mhm. J'ai D'accord, un truc pour moi seule, hein. Bon, bah, on peut pas être plus heureuse, hein. c'est ça. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre après. C'est ça. C'est tellement qu'ils sont en salle d'attente. Je ne sais même pas où est la salle d'attente là. Je vais regarder. Ok. Normalement, si c'est en salle d'attente, normalement, si c'est en salle d'attente, ça s'affiche. Ça s'affiche, non? D'accord. Oui, oui, ça s'affiche. Mm. Mais je pense qu'elle a lancé. Par contre, il y a un écran qui se voit en noir en plus de Mhm. slides. Passe. Je ne sais Ça, pas ce c'est qui ça. passe. Ouais. Mm. On va mettre ça et puis admettre. Voilà. Mhm. Je- Vous partagez votre écran. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Bonjour Linda, bienvenue. merci, comment ça va? Ça Bonne va année, bien, Ouais. merci bonne année. beaucoup. On est encore en janvier, alors on peut dire bonne année, hein. Oui, Bonne bonne année, année. merci beaucoup. Preuve de bonheur, Linda. Merci, merci à toi. Voilà, donc bienvenue. On commence juste maintenant. Donc voilà, notre thème aujourd'hui, c'est comment surmonter le burn-out afin d'accroître sa productivité en entreprise.
En psychologie, il y a une chose, avoir l'information. Quand on ne sait pas que quelque chose existe, cela ne nous dira absolument rien. Donc, si on n'a pas conscience de ce que c'est que le burn-out, on pourrait le vivre et puis ne pas pouvoir mettre un nom sur ce que nous vivons. Dieu merci, il y a des personnes qui vivent de la diaspora parmi nous. Là-bas, c'est plus libre. Vous pouvez parler de ça librement, mais en Afrique, c'est encore un tabou, le burn-out. Déjà, même que les gens ne veulent même pas s'interroger sur la psychologie, parce que quand tu parles de psychologie ici en Côte d'Ivoire, on te dit, bah, ça, c'est pour les fous, c'est les fous, c'est les fous. Donc, ils ne s'intéressent pas. Pourtant, c'est des choses que nous vivons de façon régulière. Donc, il s'agira ici pour nous maintenant de savoir ce que c'est, de pouvoir l'identifier, ensuite de pouvoir le surmonter. Slide suivant, s'il vous plaît, coach. Donc, le burn-out est un état de fatigue extrême, de désillusion, de cynisme qui peut affecter notre bien-être et notre efficacité au travail. Dans cette présentation, nous explorerons les causes du burn-out en entreprise, ses effets sur la productivité et surtout comment le surmonter. Coach, s'il te plaît, voilà, allons sur la définition. Donc, bon, j'ai envie de vous poser des questions. Pour vous, c'est quoi le burn-out? Bien que la définition soit affichée, mais qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça? Comment vous le comprenez? En anglais, burnout, c'est exhaust, to be exhausted, non? Live on Mhm, empty. Mm. mhm, mhm, Donc, c'est le fait c'est la coupe pleine, non? mhm, Brûler parce que la femme, oui, mhm, c'est ça en fait, hein, to burn out, mhm, mhm. c'est comme la coupe est pleine, ça ressort à l'extérieur. C'est ça. Déjà, burn en français, ça veut dire brûler. Mhm, mhm, Donc, je pense que ça dit déjà tout. mhm, Exact. mhm. Une Ouais, ouais, impression d'être en feu, en fait. C'est mm. ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est à l'introduction. Je vous ai dit que j'ai voulu que les slides soient vraiment légers pour qu'au sorti d'ici, ce soit très pratique. Voilà, parce qu'on n'a pas très souvent le temps de lire et puis j'ai pas voulu prendre les définitions très compliquées. Le burn-out, le terme burn-out qualifie à l'origine une construction sociale et scientifique apparue dans les années 1970 pour décrire l'épuisement au travail de professionnels de l'aide et du soin. Conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain Freudenberger en 1975, il a fait l'objet de nombreux travaux, notamment ceux de la psychologue sociale Christina Malache, qui ont donné lieu à plusieurs définitions toutes convergentes sur au moins un point. Le burn-out se traduirait par un état d'épuisement professionnel, à la fois émotionnel, physique et psychique, ressenti par des situations de travail émotionnellement exigeantes. Donc, je ne vous ai pas lu ce qu'il y a ici parce que, voilà, je voulais vous donner la définition approfondie. Et puis, Noélie, s'il te plaît, tu peux lire cette définition-là que j'ai mise sur le slide. Hello, Noélie, Linda. Oui, oui, désolée. Non, non, désolée, j'arrivais pas à rallumer mon micro. Attends, D'accord. tu peux Coach, monter sur coach, monte le slide précédent, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, physique. Noélie. Mhm, Le burn-out est un état d'épuisement physique, mental et émotionnel causé par un stress professionnel chronique. mhm. Il se caractérise par un sentiment de vide, de frustration et de détachement par rapport au travail. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, Merci. c'est d'abord ça. C'est dire quoi? Moi, Mélanie, j'arrive au travail. Je suis fâchée. Je suis révoltée. C'est dire quoi? Je peux finir de prier. Coach Rosemary m'a donné les conseils. Mélanie, divorce avec les plaintes. Et puis, j'arrive au travail et puis mon cœur est... C'est dit, c'est rempli, quoi. Vous voyez, les émotions vous dépassent. Et il y a cette fatigue chronique, là, de laquelle on ne se remet jamais. Il y a cette fatigue parce que c'est effectivement ça le burn-out. L'impression d'en avoir trop fait. Il n'y a pas de ressources, il y a pas de ressources, il y a du vide en fait. Et le syndrome, il a
il a 3 dimensions. L'épuisement émotionnel. Vous n'avez pas d'envie, vous êtes fâché. C'est dire que tu rentres dans une administration, tu vois les gens ont le visage serré. Moi, je dis que quand quelqu'un est malade. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a la fièvre typhoïde, bon, essaye de te calmer, essaye de te mettre au-dessus. C'est un dysfonctionnement. Donc, on doit pouvoir identifier le fait que la personne n'aille pas bien, lui donner le traitement adéquat. Et ensuite, quand la personne va se remettre, puisque c'est un épuisement émotionnel, il faut pouvoir se remettre de ces émotions-là pour revenir à la stabilité émotionnelle. Donc, on ne contrôle pas toujours quand ça se passe. On ne contrôle pas toujours. Et comme c'est un peu des sujets plus ou moins pléthoriques dont on n'a pas tellement envie de parler, c'est pas la true people, mais pourtant, énormément de personnes en souffrent. Et le burn-out même est l'une des causes même de suicide au travail. Ça, je vous l'ai dit dans mes recherches, j'en ai découvert. On pourrait même prendre le cas de Air France, pour ce qui s'est passé à Air France. Ça part de là, parce qu'en psychologie, il y a la norme, il y a la pathologie, il y a les troubles de l'humeur, et puis après, on tombe dans les troubles sévères. Donc, quand on en arrive dans les troubles sévères, c'est alors qu'on peut parler de tendance suicidaire. Les gens n'en peuvent plus, ils savent plus, ils vont, ils sont surbookés. Et tout, on leur demande toujours plus. On leur demande, surtout dans les entreprises commerciales, parce que moi, je suis dans une entreprise commerciale, des objectifs à couper le souffle, il n'y a pas de, il y a pas d'épanouissement, il y a pas de, et puis on est toujours là à demander plus, demander plus. Il n'y a pas de motivation en fait, il n'y a même pas de félicitations. Moi, Donc, Mélanie, mhm, peut-être un petit apport là-dessus. Ce que j'ai d'accord. ressenti, moi, c'est le premier signe pour moi qui a été l'élément déclencheur, Mhm. c'était les insomnies. C'est ça, ça fait partie. Pour moi, c'est ça qui a commencé. C'est plus de recul par rapport aux situations des journées. Et en Mhm. fait, tu vis la journée dans la nuit, dans ta tête. Mhm. C'est ça. Et du coup, tu ne te reposes pas, Mhm. puisque tu rejoues le film professionnel dans la nuit, Mhm. en essayant de trouver des solutions. Mhm. Et le match continue le lendemain, hein. Bien Et pour moi, sûr. moi, je pense que ce qui a été vraiment le fait générateur, c'est les insomnies. Mhm. 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 Ça fait partie de Certainement, ça. peut-être parce que j'étais déjà fatiguée et donc plus de Mhm. recul. Et si tu n'as plus de recul, bah, les choses que tu aurais pu gérer naturellement, facilement, en fait, tu ne les gères plus. Mhm. Mais personne ne le voit, Mhm. parce Mhm. qu'on a tous le droit d'avoir une nuit sans dormir, Mhm. mais personne ne le voit. C'est très insidieux. Très. Voilà. Mm. Très, 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 très. Et ça nous pousse Oui, dans un sentiment de solitude profonde. oui, oui. Ça, c'est l'une des causes aussi, bien évidemment, comme nous sommes encore dans la définition, mais on va y arriver. Donc, il y a l'épuisement émotionnel, le vide, la sensation. Il y a le cynisme aussi. Oui, oui, coach, s'il te plaît, on est toujours dans la définition. J'étais en train de donner le syndrome à 3 dimensions. Donc, la deuxième dimension, c'est le cynisme. Le cynisme, c'est la seconde dimension du burn-out. L'attitude de l'individu devient négative, dure, détachée vis-à-vis de son travail. Et quand je lis, je vous dis ça, moi-même, j'ai fait ça, hein. C'est dire que là, moi, je suis en train de vous parler de burn-out avec beaucoup de passion, des détachements. Je travaille en banque. Demandez-moi une définition du compte épargne. Je vous dis que je m'en fous, en fait. Excusez-moi pour le thème, mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quelqu'un m'appelle et puis me demande, j'aimerais savoir quelles sont les conditions d'ouverture d'un compte chez vous. Je dis, je ne sais pas. La personne a pensé que je lui parlais mal ou bien je lui disais des choses. Je dis, franchement, je ne sais pas. J'ai dû aller demander à quelqu'un d'autre de me donner la définition pour que je puisse venir donner ça à cet ami en question. Mais c'est effectivement ce que je vis. Je suis dans un truc qui me désole. Donc, je ne m'intéresse même plus. C'est du cynisme, en fait. Limite, bon, ils me disent rien. Et figurez-vous que j'ai dit ça à mon patron, hein. J'ai dit que son avis, bon, ça m'importe peu. Mais c'est des choses que, véritablement, si vous ne les avez pas vécues personnellement, c'est difficile de comprendre. Et Dieu merci, on peut faire la lumière sur ça. On peut faire la lumière sur ça. Et moi, je dis tous les jours que ce que nous vivons, ça nous définit si nous acceptons que ça nous définisse.
Et moi, comme je suis une malade qui sait qu'elle est malade, donc j'ai essayé de trouver mes solutions et puis bon, voilà. Et après le cynisme, il y a la dimension de l'accomplissement personnel au travail. Dans cette troisième dimension, le burn-out se caractérise par une perte de l'accomplissement personnel, donc une dévalorisation. C'est comme ça qu'on tombe dans le manque d'estime, en fait, parce qu'il y a plus de motivation. Donc, la confiance en soi, elle se réduit. Parce que quand on est plus productif au travail, la première personne que ça affecte, c'est nous. On se demande, bon, qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Parce que dans l'atteinte même des objectifs, on ne peut même pas compter sur nos propres capacités. Donc, ça détruit notre confiance en nous. C'est pernicieux, mais c'est pas bon parce que la première personne que ça fatigue, c'est pas l'entreprise, c'est nous-mêmes par rapport à notre propre perception. Moi, ayant vécu ça, je vous ai dit que aller travailler, c'est pas quelque chose même qui me plaisait, en fait. Et je pense que je l'ai signifié à la coach Rosemary. Je dis, coach Rosemary, moi, je cherche plus de travail. Parce que, franchement, ça, rien du tout. On travaille même pourquoi? Si c'est pour aller être malheureux. Mais bon, coach, le slide suivant, s'il vous plaît. J'espère que je ne parle pas trop, hein. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est vivant, quoi. Non, tu ne Voilà. parles pas trop. D'accord, merci beaucoup. Merci à celle aussi qui vient d'arriver. Donc, coach, le slide suivant, s'il te plaît. Si vous avez des questions. Bon. Voilà. Donc, là, on a les causes. On a les causes. Les causes, comme vous le voyez sur le slide, c'est des charges de travail excessives. Il faut bien que nous le reconnaissions, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Moi, je travaille dans un milieu où c'est jamais assez. Quand je vous dis que c'est jamais assez, mais c'est vraiment jamais assez. Tu peux finir de travailler, faire une charge de travail énorme et puis on va te dire, et ça, ce n'est rien. Moi, j'ai fait plus que ça. On ne tient pas compte des divergences et des différences. Peut-être que moi, Mélanie, je suis un peu fragile et qu'il y a la sœur Noélie là qui est un peu plus affirmée et un peu plus forte que moi. Mais à charge de travail égale quoi? On ne tient pas compte des personnalités dans le monde de l'emploi. Bon, est-ce la faute à l'entreprise? On ne peut pas parler d'entreprise ici parce qu'on a recentré le débat sur nous-mêmes. Et moi, je pense qu'au vu des causes, l'une des choses même à faire, c'est d'apprendre à se connaître quand même on veut penser à postuler ou bien aller dans une quelconque entreprise. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais apprendre à se connaître, c'est très, très important. Et c'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé avec la coach Rosemary dans le cadre de métier de destinée, parce qu'avec les évaluations psychotechniques, on peut définir quel type de personnalité on est et puis ensuite, en fonction de ça, on s'oriente nous-mêmes. Parce que l'entreprise n'est pas là pour nous rendre service. Mais voilà, l'entreprise n'est pas là pour nous rendre service. Donc, c'est nous qui devons prendre à charge qui nous sommes. Donc, au niveau des causes, on a des heures de travail longues et des attentes peu réalistes, peuvent conduire à un épuisement professionnel, manque d'autonomie, un manque de contrôle sur les décisions professionnelles peut augmenter le stress et mener à un burn-out. Mais le stress est toujours l'élément déclencheur et perturbateur du burn-out. Et pourtant, ici, en Afrique, les gens aiment les urgences. Moi, je dis, ce qui est urgent est rarement important. Et ce qui est important est rarement urgent. Mais je ne sais pas, dans les entreprises, là, c'est fait vite, fait vite, fait vite, fait vite. C'est dit qu'on peut vous relancer 40 fois sur le même mail, comme si vous ne savez pas lire. Et ils aiment le stress. C'est dire que on doit appuyer. Moi, je dis non. Si vous me stressez, je ne fais rien. Et moi, effectivement, dans ma manière de fonctionner, quand on me met la pression, mon cerveau même s'arrête. Je ne fais rien, il me couche et puis je dors. Je dors carrément quand ça passe, parce que j'aime travailler de façon calme. Donc, quand il y a la pression là, je m'endors facilement. Quand je me mets là, quand on fréquentait ensemble, moi, je dormais en classe. Donc, ça m'a suivi en entreprise. Quand il y a trop de stress, je m'endors. Donc, apprenez à vous connaître. Et puis, bon, voilà. Il y a la mauvaise communication aussi. Un manque de soutien, de compréhension de la part des collègues ou de la direction peut contribuer à un burn-out. Mais bon, combien de fois, franchement, désolé, mais en entreprise, on nous dit que ce n'est pas du babysitting. Donc, les gens ne sont pas là pour nous aimer. Il y a tout ça. Il y a cet environnement toxique-là aussi qui cause
beaucoup de troubles au niveau des salariés. Mais je pense que parmi ces 85% de personnes qui traversent ce mal-être au travail-là, il y a le fait, parce que moi-même, j'ai participé aussi à cela, le fait d'aller travailler uniquement. Bon, je vais travailler, je cherche du travail. Tu cherches quel travail? Est-ce que tu as défini ta personnalité? Est-ce que ce que tu veux partir faire là, ça cadre avec tes principes et tes valeurs? Parce qu'il y a tout ça. On a juste légitimé le fait qu'il faut aller travailler, il faut aller travailler. On n'a pas suffisamment pris le temps de travailler sur nous. On n'a pas suffisamment pris le temps de travailler sur nous. Et moi, je disais à mon père que l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je l'avais quand j'avais 15 ans, cette affaire de travail-là, je n'aurais pas fait. Mais bon, comme c'est l'expérience qui nous définit et que c'est dans la souffrance qu'on se construit, donc il y a tout ça. Coach, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, après les causes, après les causes, ici, on a les signes et les symptômes. Noélie, s'il te plaît, au niveau des signes et symptômes, tu peux nous expliquer un peu? Et si d'autres personnes aussi veulent se prononcer, vous levez la main et puis voilà. Et puis, voilà, du coup, sur les signes et symptômes, comme je dis, le premier symptôme que j'ai que j'ai expérimenté, c'est vraiment les insomnies. Bon, il y a la fatigue, hein, c'est sûr, mais la fatigue parce qu'on ne dort plus la nuit. Mhm, Euh, L'irritabilité, c'est plus, pour moi, c'était plus de la tristesse. Ça fait partie. Le cynisme, en fait, je me sentais pas du tout déconnectée, bien au contraire, trop connectée au travail. Je lâchais plus le travail. Mhm, Alors, c'est pour ça que je dis que pour moi, j'ai le sentiment que c'est souvent la maladie des personnes qui sont très investies, qui, au contraire, prennent très au sérieux ce qu'ils font. Parce que justement, en fait, mhm, moi, j'ai le sentiment que l'ennemi ne vient nous chercher que sur les choses où il sait qu'on est sensible. mhm, mhm, mhm. Et Mais, donc, cette sphère du travail, quand tu es quelqu'un de sérieux, le travail, c'est important, c'est un engagement. Euh, mhm, tu as un salaire parce que tu t'es engagé à fournir enfin, une prestation. mhm. Et du coup, tu veux fournir du mieux que tu peux. Et peut-être que tu en fais trop. Mhm. Parce Mais que, Noélie, excuse-moi, étant donné qu'on est en interaction, je peux te poser une question. bien sûr, bien sûr, Qu'est-ce que le travail, il représente vraiment pour toi? plusieurs choses. Mhm. Moi c'est marrant parce que pour moi, le travail ne représente pas une source de rémunération. C'est ça. Je n'ai jamais... J'ai négocié mon salaire pour la première fois l'année dernière et j'ai 15 ans d'expérience. Je n'ai jamais Mhm, négocié mon salaire. mhm. Pour moi, représente un accomplissement, un plaisir. Il y a beaucoup de sens. Je vois. Pour moi, le travail, et puis aussi le travail aussi, pour moi, ça représente le fait d'être un modèle pour mes enfants. Oh, d'accord. Et donc, en fait, Noélie, vous vous définissez en fonction de votre travail accompli. Et si moi, je devais évaluer, oui, oui, non, je comprends en fait. C'est vrai que je vais un peu extrapoler, mais là, si je Mhm. devais définir votre personnalité, votre type d'adaptation de suivi, c'est une personnalité obsessionnelle compulsive. Donc, c'est quoi? Oui, oui, c'est ça. Donc, ces personnes-là ne, ne se sentent valorisées qu'en fonction de ce qu'elles accomplissent. Ah oui, oui, la performance. Ah oui, moi, je suis à fond la performance. Ça, c'est vrai. Justement, c'est un Mhm. peu, c'est dit, quand on dépasse un peu la norme, c'est un peu pathologique. Mhm. Et Oui, 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 oui. parce que voilà pourquoi vous êtes entré même en burn-out, parce que quand ces personnes-là qui sont obsessionnelles compulsives, quand elles sont déçues au niveau du travail, ça affecte Tout. automatiquement leur personnalité. Ça, c'est tout qui bat de l'aile en fait. Donc, ces personnes obsessionnelles compulsives, elles ont développé une certaine forme de dépendance qu'on appelle le workaholisme. Vous comprenez? Qui est un peu Mhm. comme la dépendance affective. C'est pas pareil, mais c'est aussi une autre forme de dépendance. C'est aussi une autre forme de dépendance. Et donc, c'est des personnes qui, c'est d'ici, elles sont dans un milieu, même si on ne les paye pas correctement, qu'on les valorise, qu'on reconnaisse leur travail, qu'on reconnaisse
quelles sont leurs contributions à l'essor de l'entreprise, elles sont automatiquement heureuses. Mais le risque avec ça, c'est de devenir un peu trop fragile émotionnellement. Parce que là, vous dépendez aussi de vos managers. Donc, si on a un manager toxique et manipulateur, ça agit encore. Donc, l'autonomie et la proactivité, elles sont un peu, vous voyez, non? Elles sont un peu en Et dessous. ce qui est marrant, c'est que le Seigneur, pour me sortir du burn-out, m'a donné. Alors, dans le burn-out, j'avais un manager très contrôlante parce qu'elle-même, elle était en insécurité. Elle sortait d'un deuxième cancer. Elle avait peur de perdre son. Elle avait une promotion et son cancer s'est développé au moment de la promotion. Donc, elle était en insécurité. Donc, elle transpirait l'insécurité. Donc, un reflet sur les collaborateurs. Et moi, j'étais la bonne passoire. Et quand j'ai quitté cette dame, je suis tombée sur tout l'inverse. C'est ça. Le monstre froid qui n'attend que la performance. Et là, mais le programme Bootcamp m'avait déjà permis de recentrer un peu mon image de moi, de travailler sur beaucoup de choses, de semer des graines. Mais j'ai été tout de suite à l'épreuve dès que j'ai commencé, tout de suite à l'épreuve de qu'est-ce que tu as fait, de ce que tu as appris. C'est ça. Le détachement, tout ça. J'étais toute. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est très lié aux personnes qu'on a en face. Bien sûr, bien sûr. Non. En psychologie, l'autonomie, désolée, hein, mais l'autonomie, c'est un peu la mère des vices, en fait. Parce que le rapport, il est là, en fait. Et moi, je dis, si moi, j'avais connu, par exemple, une personne aussi valorisante que la coach Rosemary au début de ma carrière, je n'aurais pas peut-être traversé cette vallée de l'ombre et de la mort, là. Je le dis ouvertement parce que c'est dire quoi? Elle est tout le contraire de certaines personnes que moi j'ai rencontrées. C'est dire quoi? Qui ne veulent même pas partager leur expérience parce qu'ils disent que tu vas prendre leur place. Désolée, mais ici on est en Afrique et on sait très bien ce que c'est. Bon, là-bas, je ne sais pas, mais ici en Afrique, ils disent si je te montre ce que je sais, tu vas prendre ma place. Oui, c'est vrai que après, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais je pense que le milieu professionnel aussi joue parce que, Ça joue énormément. ouais, parce que après ici, bon, il y a moins de compétition entre les collaborateurs, mais plus avec la hiérarchie. Enfin, tu peux ne pas t'entendre avec ton collègue ici et fonctionner, mais si tu t'entends pas avec ta hiérarchie, c'est compliqué. Je ne sais pas si il y en a qui sont en Europe ici qui Voilà, peuvent vos témoigner. expériences, si quelqu'un veut partager quelque chose. Je crois que Edsil, tu es avec moi à Strasbourg, non? Ou tu as quitté Strasbourg? Oui, bonjour. Oui, oui, je suis toujours Bonjour. à Strasbourg. Oui, oui, Mhm. c'est vrai que ouais, par rapport à ce que tu dis, moi aussi j'ai vécu une expérience similaire dans les conflits avec le management, effectivement. Quand tu as des, en fait, quand avec ton manager, vous n'arrivez pas à vous comprendre, en fait, c'est vrai que voilà, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que même peut-être ton avenir au sein de la boîte peut, voilà, peut en pâtir, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord, merci beaucoup pour le partage d'expérience. Noélie, il y a quelque chose à ajouter ou bien on va passer au slide suivant? Non, bon, c'est ça. Je pense que c'est très, très lié, comme dit la personne qu'on a en face, le cadre professionnel. Ici, on est très indépendant, mais aussi, quand tu dis qu'en Afrique, il y a ça, mais aussi ici, le problème, c'est que tu peux mourir dans ton truc et personne ne saura que tu as un problème. Noélie, en fait, en Afrique, si tu dis que tu as un problème, non seulement on en rigole, c'est-à-dire on se moque de toi, on te déconstruit même psychologiquement, et en plus, ici, il y a la sorcellerie. Oui, 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 c'est vrai. Ah, ici, il y a la sorcellerie. Mm. Attends, c'est limite même la folie. Parce Je que pense que figurez-vous que quelqu'un, pour son poste,
va encore aller consulter, il va féticher. Et il y a des personnes qui tombent malades en entreprise juste parce qu'on leur a lancé un sort. Hein. Il y a une de mes connaissances comme ça, permettez-moi de raconter l'anecdote, qui a fait une prise de poste. Mais bon, il n'était pas très affermi aussi dans la foi. Voilà pourquoi, en tout cas, il faut vraiment un volet spirituel fort. Donc, on l'a promu chef dans une ville de l'intérieur, c'est-à-dire la ville de Yamoussoukro. Il est parti là-bas. Dès le premier jour, prise de poste, parce que l'ancien ne voulait pas partir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le monsieur a pris la fonction nette, le lendemain, il est décédé. Parce que l'autre, il avait déjà envoûté le fauteuil. Wow, Et wow, puis, il a wow, wow. reconnu. Oui, 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 oui. Oui, il a reconnu. Et donc, c'est dire que moi, j'en suis arrivée à un point où il a dit, mais attends, est-ce que travailler là, pourquoi même je vais me tuer même à cause de travail? Attends, travailler là, c'est même quoi, d'après les Camerounais, vous parlez un peu comme ça, c'est même quoi après le travail? Parce que si, Le travail de quoi? mais si, c'est ça en fait. Pourquoi autant souffrir, même pour pas grande chose? Parce qu'après, nous, en tant que femmes, tu ne vois pratiquement pas tes enfants. Tu passes 10 heures dans un endroit où on te fout la boule. Bon, même si c'est peut-être un problème d'argent ou pas un problème d'argent, mais tu donnes beaucoup de ton temps là-bas, même qu'à la maison, et tu reviens épuisé. On ne peut même pas objectiver même sur le temps de qualité avec les enfants, parce que si je suis déjà stressée et très fatiguée au travail, sincèrement, quel miracle je vais accomplir avec mes enfants? Mm. Quel miracle! C'est ça, je dis, il ne faut jamais critiquer une femme qui a des enfants et qui n'arrive pas à être parfaite. C'est difficile. La société ne le dit pas, mais c'est difficile d'être sur tous les fronts et d'être parfait à tout égard. Donc, limitons nos combats. Coach, s'il te plaît, le prochain slide. Pardon, j'allais rajouter Oui, 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 il n'y a pas de problème. Oui, un petit dis-moi. élément sur la comparaison entre le burn-out en Afrique et en Europe. Je pense que la différence avec l'Europe, c'est que, par exemple, moi, dans ma compagnie, j'ai eu à voir certains de mes développeurs qui, par exemple, ont été en congé simplement parce que ils se sentaient mal émotionnellement. Donc, limite, tu vas voir le docteur, tu vas dire que tu te sens pas bien, il te fait une note pour que tu puisses prendre un congé pour pouvoir te reposer émotionnellement. Donc, un congé limite de dépression, quoi. Ce qui n'est pas même, je dirais, envisageable au jour d'aujourd'hui en Afrique. Parce que on te dira que nos grands-mères ont supporté, nos mamans, elles y arrivent. Comment toi, tu n'arrives pas à gérer le travail, par exemple, la famille, etc., etc. Donc, il y a toujours des petites excuses comme ça en Afrique qui font que tu peux même pas dire que tu es fatigué, en fait. Même le fait de dire que tu es fatigué, on va te regarder, on va te dire que mais tu es fatigué de quoi exactement? Tu sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi ou il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus terribles que toi. Au point où en fait, je dirais pas ta souffrance, mais ta fatigue n'est pas Elle est légitimée. banalisée. Et banalisée exactement, simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus pires que la tienne. Ah, tu as un boulot, estime-toi heureuse d'avoir un travail. C'est ça. Pourquoi tu te plains de travailler? Les Estime-toi maladies heureuse psychologiques d'avoir en une Afrique. famille. Pourquoi tu te plains d'avoir une famille? Il y a des gens qui cherchent des familles. Enfin, Je bref. te dis. Or qu'en Europe, on va te dire que really? On va te dire, il faut prendre. Ok, bon, propose-toi un peu. Surtout là, avec le travail hybride, où tu peux travailler de la maison, etc., etc. On va te dire, bon, essaie de te reposer, etc., etc. Moi, par exemple, je sors d'une opération. Qui te demande ça. Oui, oui, exactement. Je sors d'une opération et mes amis africains me diront, ah, il y a des femmes qui accouchent en césarienne et le lendemain, elles sont au travail. Hein. Donc, vraiment, ce que tu fais là, or que mes amis européens me disent que oui, non, repose-toi, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. On est là. Voilà, travail de la maison, etc., etc. Donc, tu vois vraiment la différence de mentalité, en fait, qui est, bon, je ne dirais pas terrible, mais tu sens quand même la différence de mentalité et d'environnement, quoi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci.
Linda, merci. Merci pour ce partage d'expérience. Tu as tellement tout dit, même que j'ai envie de pleurer, ou bien moi-même, j'ai envie de me téléporter en Europe là-bas. Parce que, oui, On t'attend, hein, Mélanie, on t'accueille à bras ouverts. Hein. il n'y a même pas de souci, ça me ferait trop plaisir. Et pourtant, ici, il y a des personnes qui se suicident. Et pourtant, ici, c'est dire que là, je suis en train de parler avec vous. La semaine dernière, il y a ma petite soeur qui est médecin. Elle est généraliste. Donc, elle m'envoie un cas d'une dame qui a tenté même de se suicider. Elle était arrivée même, elle a pris des médicaments. Donc, ils n'ont pu la sauver parce qu'on lui a fait un lavage d'estomac. Donc, elle est tombée sur ma soeur et ma soeur m'a envoyé le cas. Et quand j'ai commencé à discuter, et puis elle a dit, malheureusement, je ne suis pas morte. J'ai dit, tu n'avais pas envie de mourir, tu étais en souffrance. Elle dit, oui, comment tu sais? Il a dit, non, mais tu étais en souffrance et tu n'avais plus personne à qui parler. Donc, les voix dans ta tête, là, se sont tellement élevées que c'est fini. Donc, quand les personnes ont des tendances suicidaires, tout ce qu'elles veulent, c'est de fermer les voies dans la tête, en fait. En Afrique, on se suicide. La Côte d'Ivoire est le troisième pays en Afrique où il y a le plus de suicides. Donc, qu'ils arrêtent un peu cette hypocrisie morale. Et moi, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'en Afrique, limite, même, je ne parle pas beaucoup avec les personnes, puisque moi-même, je suis introvertie de base. Donc, moi, je me suis réfugiée dans les livres. Je me suis réfugiée aussi dans les livres et beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma foi en Dieu. Mais c'est lui qui a permis cette ouverture-là sur la souffrance. Donc, dès que moi, je vois quelqu'un qui souffre, je sais automatiquement. Et les personnes qui souffrent aussi ont tendance à se masquer, bon, ici, avec le rire, en fait. Et la dépression du rire même est la dépression la plus nocive, en fait. Et c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Il y a il y a trop de rôles à jouer. Mais par contre, ce que tu dis sur le fait, ce que tu dis sur le fait que tu t'es réfugié, que toi tu es plutôt introverti et tout ça, je vais juste donner un exemple pour donner un apport là-dessus. J'ai rencontré un couple très inspirant que j'apprécie énormément. On a passé le nouvel an chez eux et quand je leur ai dit qu'on a du mal à trouver une église locale dans laquelle on se sent vraiment bien et que j'étais surprise qu'ils avaient trouvé une église à peine arrivée, ils avaient trouvé une église locale à 500 mètres de la maison dont ils étaient bien. Donc, je précise qu'ils ont 60 ans à peu près. Hein. Elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas de mauvaise église. Quand tu arrives dans une église, soit le Seigneur, tu t'as amené dans cette église pour te bâtir, soit il t'a amené dans cette église pour que tu apportes ce qu'il a mis le fardeau qu'il a mis sur toi. Et là, elle m'a dit, j'arrive et je me pose et je vois ce que Dieu veut me dire ici. Et je me suis dit, quand on a cette perspective-là, en fait, on ne se sent jamais dans l'imposture. C'est ça. Mélanie, tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan avec ce savoir sur la psychologie pour un but. C'est Pour une saison. dévalorisé ici, hein. C'est dévalorisé. Au jour d'aujourd'hui, mais qui connaît demain? Et demain. C'est vrai. Et puis, qui es-tu, toi, qui ne serait pas le Jean, l'apôtre Jean de la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là? Annonciateur du changement. L'Afrique a besoin aujourd'hui. Il y a beaucoup de maladies. Tous les cancers qu'on voit au pays, tous ces cancers. J'attends le truc de la fin de ton truc parce que le burn-out, beaucoup de gens qui ont eu un burn-out, après 1, 2, 3, après ont développé un cancer. J'en connais même dans mon entreprise. Je les ai aidés à guérir même. Ils ont guéri, mais ils ont démissionné pour me laisser. Donc, tu vois, donc tous les cancers au pays, on meurt de cancer. L'une des premières causes de décès en Afrique, c'est le cancer. Pourquoi? Parce qu'on a gardé pour soi. On a gardé pour soi trop de toxines à l'intérieur, ça a développé un cancer. C'est ça. Donc, il y a un vrai besoin, il y a une vraie niche en Afrique. Il y a un vrai besoin. Donc, Dieu a fait Mélanie à Abidjan pour un but et peut-être pour une saison. Peut-être que tu vas commencer un travail et puis c'est d'autres qui vont terminer. On ne sait pas. Mais ce que je sais, et c'est pour ça que ça m'a libérée même pour moi d'en parler parce que je me souviens quand on a fait la vidéo avec Rosemary sur les témoignages. Moi, j'ai témoigné à visage découvert. Vous pouvez retrouver mon témoignage.
Mais c'est vrai qu'après, bon, j'avais donné des détails. Rosemary m'a proposé qu'on coupe de ma vie. Mais en fait, la fin du programme m'a fait me dire, je dois en parler. Parce qu'il y a certainement des sœurs africaines dans un milieu professionnel européen, étant maman, avec des hommes qui ont une différence dans la vision de la posture professionnelle. Des gens comme moi qui sont peut-être en train de tomber et qui ont besoin de m'entendre. C'est ça. Énormément même, énormément. Donc, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que notre milieu dans lequel on ne nous définit pas si on est différente. On est différente parce qu'on a quelque chose à apporter. C'est dur, c'est challengeant, mais je pense qu'on est différente. Et ce que la sœur disait tout à l'heure sur le fait que nous, les Africains, on va dire qu'il y a des femmes qui accouchent et qui parlent le lendemain. OK, mais c'est à nous de dire, et moi j'en connais parce que je sors aussi d'opération, c'est à nous de dire à ces gens, ce n'est pas parce que ces personnes-là font ça qu'elles sont bien et que ça c'est bien. C'est dans la durée. Tout ça, c'est dans la durée. La vie d'une femme, c'est dans la durée. Merci. La vie d'une femme, c'est dans la durée. C'est pas les sacrifices que tu fais à l'instant. C'est comment tu vas tenir pour voir les enfants de tes enfants. C'est clair. Et on a oublié ça. En fait, la croissance rapide a tronqué même carrément ce que c'est que la vie. On n'a pas misé sur la croissance durable. Parce que moi, j'ai fait finance. Hein. Je suis financière de base. Mais tellement ça m'a énervé cette affaire d'argent-là, je me suis réfugiée dans la psychologie. Et c'est là-bas que je me suis découverte, en fait. Sinon, en économie, c'est quoi? C'est l'art d'attribuer, comment on appelle, les ressources rares aux besoins illimités. Mais si déjà à la base, en économie, même, on nous donne une telle définition, ils ont ancré la conscience de rareté dans le cœur des gens, dans la tête des gens. Donc, partant d'une telle définition-là, on va chercher l'argent, mais on va chercher jusqu'à comment? Si on n'a pas eu la chance de croiser le Seigneur qui nous dit que nos finances ne dépendent pas de l'ère dans laquelle nous vivons. Et les compétences, on en parle. Mais ceux qui font bien le travail, c'est eux-mêmes qu'on maltraite le plus. Parce que ce sont les piliers de l'entreprise. Et ils font peur, ils menacent. C'est une menace. Quand tu travailles bien, tu observes plus. C'est ça. Et on prend les oh là là, les comédiens, et c'est eux qu'on propulse. Mais sur ça, je voulais juste te donner une petite astuce sur ça parce que regardez bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait ça beaucoup, pasteur Sanogo. Il y a certains pasteurs, quand ils vont prêcher, ils vont sur la chair, quand ils ont vraiment quelque chose, un vrai fardeau, un gros message à délivrer. Regardez bien, quand il repart sur sa chaise, il se met à genoux et il se met à prier. Moi, j'ai expérimenté parce que je suis dans des sphères de pouvoir. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Je suis dans des sphères de pouvoir et j'ai expérimenté chaque fois maintenant je le fais systématiquement, chaque fois que je suis exposée, chaque fois que je vais en comité de direction, chaque fois que je suis exposée, je reviens et tout de suite, la première des choses, je donne gloire à Dieu et je dis, Seigneur, prends mes victoires et mes faiblesses et cache-les dans le sang de Jésus. Amen, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, dès lors où tu as réussi cette étape, l'ennemi va prendre cette étape pour s'en servir contre toi. Mais banalement, hein, des choses toutes banales de la vie, expérimentez ça, vous allez voir. Chaque fois que tu réussis quelque chose, quelque temps après, il y a des choses bizarres qui t'arrivent. Mais on fait pas le lien. On fait juste pas le lien. Une promotion, un bon boulot. Puis à un moment donné, tu te dis, est-ce que cette bénédiction va devenir une malédiction? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun mal. Quelle qu'elle soit, même si c'est à manger chaque jour, ça ne doit pas nous faire tomber malade. Et sur ça, et pareil pour le travail, tu as un bon boulot et après comme ce monsieur dont tu parles, il est mort le lendemain. Le jour où on l'a promu, est-ce qu'il est parti dans le jeûne et la prière, dit Seigneur, précède-moi? Non. Les gens sont chrétiens dans leur tête. C'est un slogan, en fait. En Afrique, là, ils sont chrétiens dans leur tête, hein, je vous assure. Moi-même, on me dit que j'exagère. Quand j'ai fini le programme et que pendant mon programme, mon boulot, ils m'ont appelé, j'ai été pour l'entretien pendant le programme. Donc, Rosemary m'a accompagnée.
quand j'allais pour les entretiens, même le premier jour, il y avait vous savez, le dernier jour, là, la dernière semaine, il y a des déclarations sur son travail, sur la promotion, ainsi de suite. Mais j'ai fait cette déclaration, mais avec foi et vraiment pas pour répéter des paroles, avec foi et dans une posture de recevoir. C'est ça. Ce monsieur, on ne connaît pas, hein, on ne sait pas de quoi, mais peut-être que les anges qui étaient disposés pour le protéger, s'il avait pris autorité en partant, le combat n'aurait pas été le même. Il a perdu le combat avant de le commencer. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette partage d'expérience. Coach Rosemary, s'il te plaît, les conséquences. Je ne sais pas si elle est là. Coach? Je sais pas. Hello. Si elle n'est pas là, je vous lis ça en attendant. J'apprécie énormément notre échange d'aujourd'hui. Voilà. Au niveau des conséquences, ici, j'ai développé ça en 3 points. Il y a augmentation de l'absentéisme. Ici, ça se manifeste comment? Les gens, comme ils trichent généralement, donc ils vont voir les médecins et puis voilà, ils demandent un billet et tout pour partir se reposer parce que bien évidemment, ils n'en peuvent plus. Mais tu peux pas dire, donc aujourd'hui, bon, surtout en Afrique ici et au niveau de la fonction publique, les gens trichent beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail. Le taux d'absentéisme est élevé et ce qui affecte négativement aussi par ricochet la productivité de l'entreprise. Donc, la permission qu'ils ne veulent pas accorder, normalement, comme on l'aurait fait en Europe pour cause de dépression ou bien de fatigue mentale, ils vont le perdre entre 2 ou 3 jours, chaque personne, bien des congés et tout. Voilà. Et il y a la diminution de la motivation, ça aussi qui est une conséquence. Les employés souffrant de burn-out peuvent perdre leur motivation et leur engagement au travail. Ils la perdent même. Parce que quand ça devient chronique, c'est ça, ça va même, ça se répercute même sur l'aspect physique. Il y a des personnes ont le syndrome constamment mal à la tête, constamment mal à la tête, un manque de repos, on n'arrive pas à dormir comme Noélie l'avait dit. Et c'est une fatigue qui est tellement constante que, voilà, on a l'impression de ne plus pouvoir faire quelque chose. Et bien évidemment, ça va déboucher sur la dégradation de la qualité du travail. Donc, on va traiter par exemple quelqu'un d'improductif ou bien d'incompétent, et pourtant cette personne est juste malade. Mais une maladie que l'entourage veut bien ignorer ou bien que cette personne même ignore, parce que ne sachant pas ce que c'est, ici, les personnes vont à l'hôpital en médecine générale et puis on dit, bon, tu as certainement un palu et on donne les vitamines, on donne les médicaments de palu et le mal se répercute en fait, ça revient sans cesse. Donc, constamment à l'hôpital, on a des collaborateurs comme ça qui, chaque mois ou chaque 2 mois, vont constamment à l'hôpital pour toujours les mêmes symptômes, mal de tête, mal de ventre, fatigue chronique et tout, mais eux-mêmes ne savent pas, bien évidemment, que l'origine est simplement mentale en fait. Donc, c'est un peu les 3 points sur les conséquences du burn-out et de la productivité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hello, vous m'entendez toujours? Oui, D'accord. Donc, comme la coach, je ne sais pas si elle est toujours connectée et qu'elle n'a pas partagé le slide, je l'ai dans le téléphone en fait. Donc, j'étais en train de dire les conséquences du burn-out sur la productivité. Donc, on a fini avec ce point-là, augmentation de l'absentéisme, diminution de la motivation et puis dégradation même de la qualité du travail. Et malheureusement, toujours pour le cas de l'Afrique, désolé, hein, c'est ce que je connais le mieux, on a des collaborateurs qui trichent au travail, mettant aussi les autres mal à l'aise. C'est-à-dire, ils font croire qu'ils travaillent plus que les autres,
Voilà, c'est une sphère, hein, comme on appelle, on a tendance à dire que le monde du travail, il est aussi cruel. Donc, si on ne se maîtrise pas, si on ne se connaît pas, si on n'a pas confiance en soi, ça sera facile de tomber dans les bassesses aussi. Parce qu'il y a ça. Si une collaboratrice X, elle fait les yeux doux au patron pour avoir sa promotion, ou bien elle elle fait la cour à certains clients pour augmenter, comment on appelle, ses chiffres et ses objectifs, et que moi, je m'accroche à mon Seigneur et à mon Dieu, j'essaye de travailler techniquement avec ce que j'ai comme je peux, et qu'on a des managers qui ont tendance, parce que ici, ça se fait dans mon entreprise même. Mais toi, tu ne vois pas tel collaborateur là. Regarde comment il travaille. Hein? Il a atteint 100%, elle a atteint 500%, 200%. Mais toi, depuis là, tu as 40%. Mais tu fais quoi? Tu fous quoi? Comparaison aussi. Donc, il y a tout ça qui affecte l'estime de soi. Et pourtant, au Mm. niveau comment on appelle, certaines personnes ont vécu dans des familles dysfonctionnelles. Ça, il faut se le dire. Peut-être avec le père, surtout avec le père, dans le cas des jeunes filles que j'ai eu accompagner, la relation n'était pas ça, soit un père absent ou bien un père qui disait des paroles dévalorisantes. Donc, une dame qui a déjà vécu des traumatismes à l'enfance, qui vient encore dans sa vie professionnelle, on va tout le temps la rabaisser en la comparant avec X ou Y. Et on ne connaît même pas comment l'autre fait pour avoir ses stratégies commerciales. Il y a tout ça qui nous détruit en fait. Voilà, dans cette société d'apparence-là, il y a tout ça qui nous détruit parce qu'on ne vit pas dans la vérité. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Après ça, après les conséquences, j'ai abordé un point au point 5, stratégie pour surmonter le burn-out. Voilà, je vais demander à la coach Rosemary de vous envoyer les slides. Voilà, si vous le désirez, bien sûr. Voilà, il faut que vous puissiez voilà, voir un peu le résumé. Donc, stratégie pour surmonter le burn-out, j'ai fait ça en 3 points. Vraiment simple, établir des limites. Apprendre à dire non et à définir des limites claires pour prévenir le surménage. Donc, si moi, Mélanie, on me donne une tâche qui est au-dessus de mes capacités, il faudrait que je sois assez courageuse pour dire je ne peux pas le faire. Et je pense que c'est comme ça même que j'ai établi la limite avec mes managers. J'étais dans une ville où la charge de travail, elle était surélevée. Et donc, ils m'ont dit, bon, si on t'enlève dans cette ville-là et qu'on t'envoie à Abidjan, mais tu vas devoir recommencer. Pour te donner une promotion, il faudrait que le nouveau patron te connaisse. Moi, je leur ai dit, au stade où j'en suis, bon, votre promotion, excusez-moi, mais j'en ai rien à foutre. Vous la gardez, vous me faites juste partir à Abidjan parce que je ne peux pas continuer à travailler comme une malade pour rien du tout, en fait. Un, l'environnement m'énerve. Deux, vous me donnez une charge de travail très surélevée. Donc, quand j'ai fait ça comme ça, quand j'ai dit ça à mon manager, je lui ai parlé comme je vous parle là, je me suis libérée en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire non. Et du coup, beaucoup de choses ont changé. Bon, je ne sais pas, c'est pas bien ce que j'ai fait aussi. Hein. C'est pas une manière de parler, c'est pas très courtois. Mais c'est vraiment là que j'ai appris à établir des limites. Donc, quand on me donne du travail qui est vraiment au-dessus de mes capacités ou bien qui va me mettre mal à l'aise, je dis non, je ne fais pas. Mais bon, maintenant, après, bon, j'ai appris à parler avec courtoisie, à refuser, à savoir dire non et tout. Voilà. Donc, établir des limites très claires. Pratiquer l'auto-soin. Prendre du temps pour se reposer. Faire de l'exercice. Pratiquer la méditation ou d'autres activités relaxantes. C'est très, très, très important. Très, 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 très important. Je vous assure. Pratiquer l'auto-soin. Moi, j'aime beaucoup la lecture et le sport aussi. Donc, prendre du temps pour nous, ce n'est pas s'évader parce que c'est différent. Je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool ou bien de quelqu'un qui fume. Dans ces deux notions-là, qui sont aussi des dépendances chimiques, l'alcool et la cigarette, c'est des dépendances chimiques, ces personnes-là vont boire pour oublier en fait toute la pression, mais elles ne traitent pas le problème à la base. Donc, quand on doit prendre soin de soi, c'est se reposer.
c'est aller puiser son énergie dans le sport. C'est faire des choses qui nous passionnent vraiment. Donc, Noélie, par exemple, elle fait son travail qu'elle aime, qu'elle apprécie. Et puis, à côté, elle peut être une très bonne décoratrice intérieure. Donc, le fait qu'elle sache que sa passion, c'est de faire la décoration intérieure, qu'elle ne travaille pas, elle peut s'y donner un cœur joie parce que ça va réconforter aussi ses attentes. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, prendre soin de soi, pratiquer beaucoup la méditation, faire des déclarations positives, bénir sa journée. Moi, j'avais un problème avec les lundis. Je n'aimais pas les lundis. Ça me fatiguait vraiment au début de la carrière. Et une fois, j'écoutais Joyce Meyer qui disait, il faut prendre le temps de prononcer de belles paroles. Si vous ne dites pas de belles choses, ce que vous redoutez là va finir par arriver. Donc, j'ai commencé à dire, mais j'aime les lundis. J'apprécie les lundis. Les lundis sont des jours d'opportunité, de joie et tout. Et je vous assure qu'au bout d'un certain temps, peut-être 6 mois comme ça, je n'ai plus de problème avec les lundis. Quand tout le monde autour de moi se plaint, non, les lundis, je suis fatiguée, j'ai fait trop de choses et ça, nanana, moi, tranquille, quoi. Franchement, je n'ai pas de pression par rapport au lundi. Quelle que soit la charge que j'ai pendant les week-ends, le lundi, c'est fun, c'est top. Je pars travailler et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, demander de l'aide. Mais demander de l'aide à la bonne personne. Donc, sur ce conseil, moi, ce que je peux dire, c'est de prier. C'est de demander à Dieu quand on est dans une phase de travail où ça devient vraiment compliqué. Demander à Dieu de nous orienter pour qu'on puisse demander de l'aide à la bonne personne et comme il faut. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions à ce niveau-là. Ton apport est vraiment pour moi très intéressant parce que c'est finalement là que j'attendais de voir tes solutions et c'est exactement ce que j'ai ce que j'ai perçu parce qu'on n'est jamais totalement enfin on est guéri en Jésus mais on est très fragile quand on a déjà fait un on On demeure peut très replonger fragile. à tout moment. On peut C'est replonger à tout moment. exactement et Voilà, c'est pour un ça que suivi, c'est ouais, ça. faut Un mettre en suivi, place ça. c'est Ouais. oui. Vas-y. Oui, un suivi, c'est très important. Mhm. Trouver quelqu'un à qui parler. Parce que Mhm. la charge mentale, c'est quoi? J'ai beaucoup de voix dans ma tête. Faut les extérioriser. Mhm. Et l'appui de la parole demeure la meilleure des thérapies. Mhm. La cure de la parole demeure la meilleure des thérapies. Et moi, en thérapie, quand je reçois les gens, je leur dis, bon, c'est toi la reine ou bien c'est toi le roi. Moi, j'ai rien à te dire. Je ne suis pas là pour te donner de conseils, je suis là pour t'écouter. Puisque toutes les solutions sont déjà en toi. Quand quelqu'un sollicite un conseil, il a déjà la réponse, hein. Je vous assure que chacun sait exactement ce qu'il veut. Et quand quelqu'un vient vous voir pour vous demander un conseil, il veut juste voir si votre avis là coïncide avec ce que lui veut pour le conforter dans sa position. Donc, quand quelqu'un se vide en thérapie et qu'on pratique la cure de la parole, ça permet d'extérioriser en fait. La parole apaise. C'est que j'ai une amie là, quand ça brouille un peu dans son foyer, elle va m'appeler, elle va m'envoyer 11 notes vocales. Et puis, tous les cris qu'elle n'a pas pu faire à son mari, là, elle va crier, elle va parler, puis elle va finir. Elle va dire, ah, bon, Mélanie, c'est bon, maintenant, le problème est fini. Et puis, elle va encore retourner dans le foyer. Donc, c'est très important de demander de l'aide. C'est très, très important. Parce qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Qu'on soit dans un environnement toxique, qu'on ait connu des personnes qui nous ont dessus ou pas, nous devons toujours demander la grâce au Seigneur de rencontrer de bonnes personnes qui vont nous rétablir, qui vont nous réconforter. Parce que c'est extrêmement important, en fait. Voilà, d'avoir des personnes bienveillantes qui nous écoutent, qui nous aiment, se sentir aimés, valorisés. Dieu a mis en nous ce sentiment-là. Voilà, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est bon. Moi, j'avais une question par rapport en fait, j'avais une question par rapport au stress. D'accord, dis-moi. Comment, voilà, comment faire pour que, voilà, le stress, bon, en fait, comment faire déjà pour être moins stressé au travail et Mhm. comment faire pour que, bah, le stress, en fait, ne débouche pas sur le surmenage, quoi, Et professionnel. d'accord. Il n'y a pas de problème.
Au niveau du stress, il y a deux choses. Il y a deux choses. Le stress, il y a le stress qui est négatif et il y a le stress qui est positif. Quand vous êtes le stress positif, c'est celui-là qui va vous donner la motivation de faire vite et bien. Vous comprenez? Il y a un certain seuil qu'il ne faut pas dépasser. Mais il est négatif comment? Il est négatif quand il va altérer les neurones. Quand ça va, c'est-à-dire quand vous êtes dans une période de panique profonde, le cerveau, il s'arrête. Hein. C'est comme le sentiment de colère. Permettez-moi de faire l'analogie entre les deux. Quand vous êtes en colère, votre cerveau ne fonctionne plus. Quand vous êtes stressé aussi à une certaine hauteur, le cerveau ne fonctionne plus. C'est très important de le dire pour qu'on puisse surveiller ses réactions et puis attendrir. Quand vous savez que vous êtes vous avez un stress qui est un peu chronique, qui a dépassé la norme, il faut surveiller ses réactions. Et puis, il faut identifier l'élément déclencheur. Il faut se donner du temps. Quand on est constamment stressé comme ça, c'est qu'on ne gère pas bien son temps. Donc, il y a la gestion du temps. Faut rééquilibrer sa vie, en fait. C'est-à-dire que, comme on appelle, il y a un certain seuil que l'hygiène ne doit pas dépasser, par exemple. Si je ne me trompe pas. Si c'est votre prénom, c'est ça? Mon Voilà. prénom, Oui, Lisiane, non. C'est Lisiane qui a posé la question. non, c'est Est-il. Est-il, excuse-moi, pardon. Donc, j'avais pas regardé l'écran au moment où tu parlais. Donc, je disais que il y a un certain seuil, par exemple, de pression que ton corps ne supporte pas. Tu comprends? Donc, tu dois définir tes limites. Tu dois tenir un agenda pour organiser ton temps. Et surtout, tu dois faire le sport pour pouvoir améliorer ta productivité. Quand tu vas faire le sport, tu vas aménager ton temps. Au fur et à mesure, le stress va passer. Maintenant, si tu veux, on se parle en inbox pour essayer de voir l'élément déclencheur. D'accord, merci. D'accord. Donc, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un d'autre a une question? Mais moi, j'avais une Oui, oui, question. j'ai une question. Ah, Oui, dites-moi. Dites-moi. Bon, moi, c'est Marie-Dominique, j'ai une question. Oui, Dominique, enchantée. J'aimerais savoir comment faire vraiment pour ne plus retomber dans les erreurs quotidiennes. Souvent, tu commences un boulot et puis, bon, tu n'as pas pu réussir dans cette activité-là, puis tu veux t'entamer dans une nouvelle activité. Comment faire pour ne pas encore reprendre les mêmes erreurs du passé? D'accord. C'est un peu ça ma question. D'accord. Comment on appelle Marie-Dominique? Quand vous avez commencé un boulot, et Oui, que oui, vous avez constaté, comme on appelle, des erreurs, est-ce que oui, c'est, oui. comme on appelle, au niveau même de votre compétence ou bien c'est au niveau des tâches à effectuer? Non, c'est pas au niveau de mes compétences, mais c'est la confiance en soi d'abord. L'estime de soi, un peu ça. D'accord. Donc là, c'est sur votre personnalité qu'on va travailler. Vous comprenez, non? C'est pour ça que j'ai Oui, demandé. oui. Parce que les erreurs dont on parle, ça peut venir de nous, en fait. Moi, je peux dire que je me suis trompée sur mes propres attentes. Je suis allée faire finance. Pourtant, ce n'est pas finance que j'aime. Vous comprenez C'est ce que je ça. dis, non? Est-ce que Oui, vous oui. avez pris le temps d'évaluer réellement ce que vous aimez? Parce que si les erreurs se portent sur les tâches à effectuer là, toute votre vie, vous allez faire des erreurs dessus. C'est normal. Ça fait partie du processus. C'est l'expérience qui grandit. Je peux C'est dire, ça. par exemple, faire un PowerPoint. Un PowerPoint, bon, quand même, personne n'est né avec ça. Un enfant Mhm. de 15 ans peut savoir faire un PowerPoint. Et puis moi, je ne sais pas le faire. Mais on apprend à faire un PowerPoint. Vous comprenez, C'est non? ça. Oui, oui. Donc, il faut vraiment définir vos attentes profondes. Il faut savoir Mhm. ce que vous aimez réellement, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Comme je le disais d'entrée de jeu, moi, je suis allée travailler juste parce que je voulais travailler. Je ne savais pas que je devais faire un travail qui me passionne, me sentir à l'aise. Je vois. Voilà.
Parce qu'on a ce rapport à l'argent là aussi qu'il faut bien définir. L'homme est parti travailler parce qu'il avait faim. Maintenant, tu vas travailler là même, ça t'énerve, tout, si t'énerve. Mais bon, comme tu n'as pas bien identifié les causes profondes, mais il n'est pas tard. Tu peux être encore dans un métier et puis travailler sur toi en parallèle. Travailler sur toi, définir ce que tu aimes, définir ce que tu attends et puis ensuite préparer une reconversion s'il le faut. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Donc, Merci. une autre question. Une autre question, on peut passer au point 6. Moi, j'ai demandé juste si tu peux après nous parler un peu de l'accompagnement que tu proposes. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, enfin, est-ce qu'on va finir avec le point 6? Voilà, le point 6, technique pour accroître sa productivité en entreprise. Les techniques, moi, j'ai fait juste en 3 points. Acceptez votre situation, éloignez-vous de la source de stress, prendre du temps pour se reposer. Ça paraît simple, ça paraît simple. Et c'est ce qui est magique en psychologie, en fait. Tout est très simple en psychologie et c'est pour ça que moi, j'aime ça, en fait. Ça paraît tellement simple que personne ne fait et puis tout le monde souffre. Acceptez votre situation. Pour sortir du burn-out naturellement, la première étape est d'identifier et d'accepter cet état mental, de surcharge mentale, pardon, et physique. Donc, on sait ce qu'on a. On ne peut pas souffrir de ce qu'on ignore. Donc, on sait ce qu'on a, on accepte ce qu'on a, et puis maintenant, on travaille tout doucement pour sortir de cette situation. Mais il va sans dire que dans un processus de guérison, ce n'est pas du marketing. Il faudrait qu'on soit assez tolérant pour savoir que ça prend du temps. Avec la grâce du Seigneur, ça peut aller très vite pour certaines personnes. Avec la grâce du Seigneur. Surtout si la personne est volontaire. Voilà. Donc, c'est d'accepter et se dire qu'un processus de guérison, c'est un voyage. Parce qu'on va à la conquête de soi. Plusieurs personnes vivent leur vie ou bien ont vécu leur vie en fonction des standards de la société, en fonction de ce que les autres attendaient d'eux. Donc, très peu de personnes ont appris à se connaître. Très peu de personnes ont appris à se connaître. Et éloignez-vous de la source de stress. Pour pouvoir identifier les causes précises du burn-out, il est nécessaire de prendre du recul sur sa situation. Tout ce que vous vivez, c'est en vous. Si vous êtes fatigué émotionnellement, c'est en vous. Ce n'est pas d'abord l'environnement. Quel est le regard que vous avez sur vous? Que pensez-vous de vous? Est-ce que vous vous sentez comme une victime ou comme une victorieuse? Tout ça. Donc, il y a ça aussi. Et puis, le troisième point, prendre du temps pour se reposer. Il va sans dire que quelqu'un m'a dit un jour, les seules personnes qui n'ont plus de problème, c'est ceux qui sont au cimetière. Les seules personnes qui n'ont plus de problème, c'est ceux qui sont au cimetière. Donc, que vous travaillez comme Superman, ou bien que vous travaillez pas du tout comme moi, Mélanie, parce que je dis, moi, je ne prends plus la tête au niveau du travail, je m'en fous de tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, trouvez du temps pour vous, reposez-vous. Parce qu'après, la vie, c'est dans la durée. Vous allez tout donner en 5 ans. Et puis finir avec un AVC? Non, ce n'est pas ce qui est normal. Rafler tous les prix en 5 ans, être meilleur manager, meilleur top, meilleur, d'accord, on a compris. Mais après ça, la vie, c'est dans la durée. Donc, mieux vaut trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, là, c'est chaque personne qui définit son équilibre. C'est Marie-Dominique, c'est une femme endurante, à la différence de moi qui aime plutôt le calme, la tranquillité. Donc, chacun va évaluer ses propres attentes et travailler sur ça. Donc, c'était un peu ça. Voilà pour les techniques pour accroître sa productivité. Et puis maintenant, on a la conclusion. Donc, le burn-out peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être et notre productivité en entreprise. En identifiant les signes, en mettant en place des stratégies pour le surmonter, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et notre efficacité professionnelle. Bon, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attente. Merci pour l'interaction. J'ai adoré vous parler. Que Dieu vous bénisse.
qu'il bénisse vos différentes situations de travail. Et puis voilà, je suis ouverte pour vos questions. Oui, mais ma question, c'était que ton accompagnement, puisque tu as dit que du coup, tu travailles toujours en banque, mais à côté, tu fais des accompagnements. Je voulais en savoir un peu plus. Oui, oui, parce que, bon, après, quand j'ai découvert, voilà, mon amour pour le bien-être mental et tout ça, je suis allée faire un certificat en psychothérapie. D'accord. Donc, voilà, j'ai eu à accompagner quand même une vingtaine de personnes qui avaient des problèmes émotionnels, parce que les problèmes émotionnels, il faut dire qu'on récidive beaucoup. Mm, Et c'est un champ tellement vaste, c'est un mm, champ mm, tellement vaste qu'on ne peut pas dire qu'on est parvenu, en fait. mm, mm, Voilà, un thérapeute, c'est quelqu'un avec qui vous parlez. C'est quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend. Tout ce que le thérapeute fait, c'est de sauter les verrous mentaux pour que vous-même, vous puissiez trouver vos propres solutions. Quelqu'un m'a demandé entre, comment on appelle, la psychologie et puis le développement personnel, quelle est la différence? Il a dit, pour faire développer personnel, il faut être un peu intelligent, il faut être beaucoup intelligent même. Et puis, il faut avoir une bonne stabilité émotionnelle. Si ce travail préalable-là n'est pas fait, tu vas faire du développement personnel et puis tu vas être frustré. mm. Ah oui, tu vas faire ça et tu vas être frustré parce que tu ne vas pas atteindre les objectifs fixés et tu vas t'en vouloir. Même quand on parle de résilience en développement personnel, la résilience vient de quoi? Vient du fait que on ne culpabilise plus. C'est ça aussi. Parce que quand nous commettons des erreurs en tant qu'adultes, ça nous fatigue. On culpabilise beaucoup. On s'accuse beaucoup. Déjà, même que les gens même ne vont pas te laisser. Comme mon coach va venir te mettre dedans, il y a du tout ça en fait. Moi, je travaille sur la psyché humaine. C'est-à-dire que l'aspect peut être quelqu'un peut m'appeler pour me dire, bon, j'ai un problème avec mon conjoint. Ça peut être ça. Et puis, quand on va discuter, on va retrouver le traumatisme dans son enfance. Elle a peut-être grandi dans une famille où on criait trop, où il y avait beaucoup de problèmes. Voilà, donc, ou bien quelqu'un qui a un problème de colère. Il se trouve que ce problème de colère-là, c'est de l'instabilité tout simplement. Il y a beaucoup de choses en fait. C'est un peu ça. C'est pour ça que c'est personnalisé. Je ne peux pas vous dire textuellement parce que c'est au cas par cas en fait. Chaque client a un aspect, mais tout se rejoint parce que c'est le même esprit. C'est une seule personne qui a son esprit. Maintenant, vie émotionnelle et tout, on essaie juste de trouver l'équilibre. C'est tout. Donc, il y a une autre question. La coach, apparemment, elle n'est plus connectée, je ne sais pas. Coach Mm. Rosemary, Elle a certainement d'accord, dû avoir un problème. Mm, c'est ça, d'accord, mm. d'accord. Et donc, pour te contacter, tu vas nous donner ton contact dans le chat, hein, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. Je vous donne mon contact en même temps dans le chat. Je vais vous envoyer pas. Ça y est, même pas le message. Excusez-moi, hein, je cherche à faire des messages, hein. Je ne trouve pas. Mon message. Note, c'est note, non? Mm. Voilà. Est-ce que je peux écrire ici même? Non, je ne peux pas écrire ici. Comment Noélie, s'il te plaît, tu peux écrire un message pour que je puisse répondre. Ok, bien, je le fais. Je cherche, Euh, je cherche message, là, je ne vois plus. Donc, comme attends, ouais. je suis sur l'ordinateur aussi. Pas de souci. Je te le fais tout de suite. D'accord. Normalement, tu as dû voir, j'ai écrit ton contact. Voilà, j'ai vu maintenant. Magnifique.
Par contre, ce que j'encourage nos sœurs à faire, c'est que quand tu veux mettre ton contact, qu'on fasse une photo, parce que dès que la communication est terminée, chez Zoom, on perd tout le fil. D'accord. Il n'y a pas de problème. Après, je sais que Rosemary, à la fin, elle donne toujours le contact après de l'intervenant. Donc, de toute C'est ça. façon, au pire, si on a perdu, on peut récupérer avec 0,5, voilà, 10, 81, 65. Voilà. Vous pouvez m'appeler Mélanie, tout simplement. Je n'ai pas de problème avec ça. Super. En tout cas, moi, j'ai vraiment été ravie de discuter avec vous. Hein. La conférence, elle était interactive. Voilà, je vous sentais impliquée. Ça m'a plu, ça m'a béni. Vos expériences aussi m'ont béni, bien évidemment, parce qu'on s'enrichit toujours avec les autres. Amen, amen, amen. Amen. D'accord. Il n'y a pas de remarques à faire. Vous n'avez pas de remarques à faire. Est-ce que vous Moi, avez... c'est juste de dire que c'était vraiment une grâce. Hein. Moi, j'ai été bénie. Amen. J'ai été vraiment bénie. Et puis, enfin, quand on t'écoute, en fait, on a envie de te connaître plus. On a envie d'être ton ami, de profiter de cette sagesse que le Seigneur t'a donnée. Et puis, on sent que tu es guéri. C'est-à-dire, en tout cas, dans tes émotions, que la situation n'a pas changé, mais la façon dont tu abordes la situation a changé. Franchement. Et pour nous, c'est une lueur d'espoir parce que plus il y a de personnes qui guérissent et plus cette arme que l'ennemi utilise dans nos vies en tant que chrétiens s'estompe. Et béni soit Dieu pour ça. Moi, en tout cas, je ne vais pas te lâcher, Mélanie, pour te dire vrai. Et j'espère par la grâce de jour un jour te voir arriver devant chez moi ici à Strasbourg, quoi. Oh, ça sera vraiment, vraiment, vraiment un honneur. Ça sera vraiment un honneur. Et pour Donc, la petite voilà. histoire, quand on a partagé l'affiche, il y a un ami en Côte d'Ivoire ici, il dit, ben, tu es en France maintenant? J'ai dit, oui, je ne suis pas en France, je suis en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est parce que la coach, elle est en France. Il dit, mais c'est pas grave, ça veut dire que tu vas aller en France faire une conférence. Je dis, ah, ben, Alléluia. ça sera tout un Alléluia. honneur. C'est ça. On reçoit, on reçoit. Et si on va se préparer à l'accueillir. Hein. Il n'y a même pas de Oui, bien problème. sûr, Je t'ai oui. dit. Moi, je te fais la lettre d'invitation, hein, sans souci. Il n'y a même pas Franchement. de souci. Ça serait vraiment En un tout cas. honneur. Parce que j'ai dit que quand je vais vouloir faire le master en psychoclinique et tout, peut-être que c'est en France que j'allais le faire. J'aime bien la France aussi, oui, bien Jesus sûr. is Lord. On t'attend. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Et puis, voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans la parole de Dieu aussi. Voilà, la Bible, là, ça fait 2 fois que je la lis en entier maintenant. Et j'ai repris encore cette année. Voilà. Wow. Et je pense que, voilà, c'est dans tout ça que je puise ma force pour aider les autres. Il n'y a pas Et de recette, voilà. il n'y a que Jésus. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est lui qui donne la connaissance. Et en Bethsaël, Moïse disait que Dieu a mis toutes sortes d'ouvrages en Bethsaël pour qu'il puisse accomplir toute œuvre bonne. Ça, c'est dans Exode, quelque part là-bas. Permettez-moi de ne pas vous dire le chapitre. C'est en Bethsaël qu'il a mis toutes sortes. Bah oui, désolée, c'est sans filtre aussi. Voilà, j'ai pas retenu le chapitre, mais dès la fin du livre d'Exode, là, voilà. Et donc, quand je lisais ça, je disais, parce qu'il y a le sentiment aussi de légitimité, hein. Il y a le sentiment de légitimité, parce que moi, travailler en banque, je vous assure qu'avant, je me disais qu'il fallait un diplôme pour me donner la permission de pouvoir m'exprimer devant les gens. Parce qu'en banque, ça ne t'a pas donné l'autorisation. C'est les métiers qui te font, bien évidemment. Non, mais je n'ai pas le master en psychologie. Si je parle de ça, comment les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Pourtant, j'ai passé beaucoup d'heures à travailler. Et après, on se rend compte que même, il y a d'autres personnes même qui ont ce master dont on parle, mais qui ne se sont pas impliquées, qui ont juste acheté le master ou bien qui ont juste passé un diplôme parce qu'il fallait le passer, parce qu'ils avaient besoin d'autorisation pour travailler pour X ou Y entreprise. Donc, ne souffrez pas du sentiment de légitimité ou du syndrome de l'imposteur qui vous dit que vous n'êtes pas assez compétent pour parler ou bien vous n'êtes pas assez compétent pour accomplir tel ou tel domaine. C'est faux. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme ça qu'on le définit en psychologie. C'est le syndrome du pas assez.
Et quand on souffre du syndrome de pas assez, croyez-moi, rien ne sera assez. Parce que même si vous avez un PhD, vous allez vous dire, mais c'est pas assez suffisant. Rien ne sera assez suffisant. Allez-y avec la force que vous avez, comme le Seigneur a dit à Josué, parce que c'est Dieu qui qualifie en fait. Voilà. C'est un peu ça. On a d'autres questions? Bonjour, désolée, j'ai pris la conférence en retard parce que en fait, je crois que j'ai eu un peu ma réponse. Je dois souffrir d'insomnie. Là où C'est je ça. pensais en fait que je souffrais juste du jet lag, mais je pense que c'est plutôt l'insomnie parce que ce qui m'arrive ces derniers temps, c'est que je vais dormir, me réveiller à 3h, 4h du matin. Je suis complètement décalée dans mon cycle de sommeil. Et donc, du coup, là, je m'étais réveillée à 3h et je me suis forcée de dormir entre 8h. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée en retard à la conférence. Mais je voulais juste, par rapport à ce que vous venez de dire, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas comment en sortir, moi, personnellement. Et c'est quelque chose voilà, qui me dérange énormément parce que, encore il y a quelques jours, je me disais, bon, peut-être qu'il faut que je fasse un autre diplôme pour que je me sente un peu plus intelligente, plus consciente. C'est des choses comme ça que j'étais en train de De me me sentir dire, capable de. d'accord. Le syndrome de l'imposteur, il vient du manque de confiance en soi. C'est sa base en fait. Parce qu'il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours un élément déclencheur. Et là, quand la confiance en soi, on la développe, c'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de toute une vie. Moi, je pense que quand on dit aux gens les choses telles qu'elles sont, la guérison est juste un processus. Vous n'êtes ni meilleur ni pire. Vous êtes juste à votre place et vous n'avez pas été arrosé dans le bon environnement. Donc, si dans l'environnement, des personnes étaient complexées, ils vous ont transmis ce sentiment de légitimité-là. Et le syndrome de l'imposteur dont on parle, la culture a beaucoup travaillé pour qu'on l'ait tous, hein, pour qu'on l'ait tous. On ne se sent jamais légitime par rapport à quoi que ce soit. Et quand on regarde les managers, là même, ils font rien de bon aussi. Moi, depuis que j'ai vu qu'eux-mêmes, ils ne travaillent pas plus que moi, là, moi, ils m'en foutent. Hein. Mais je mets ma confiance dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de problème. On pourra en parler inbox et puis voilà. Si vous le désirez notamment. Ok, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le conseil. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à vous aussi d'avoir écouté. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Voilà, d'avoir pu entretenir cette très belle dame que vous êtes. Et puis, j'aimerais vous partager un verset biblique, Matthieu 11, verset 24, où Jésus dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce verset-là, c'est tout le contraire de ce que le monde nous propose. Ce verset-là, c'est tout le contraire de ce que le monde nous propose. Quand vous allez postuler pour une entreprise, ils vont vous dire de prouver que vous pouvez travailler. Ils vont vous dire, et votre expérience, et si, et pas si. Mais Jésus dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, si vous voulez demander une grâce quelconque au Seigneur, commencez par voir déjà cette grâce-là accomplie. Et là, vous trouverez l'exaucement dans vos prières. Parce que si vous essayez de traduire le principe du royaume avec le principe de la terre, c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, vous allez penser que Dieu vous a oublié. C'est ça, oui. Pourtant, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et c'est ça, moi j'ai dit aux chrétiens que on peut vous délivrer de tous les sorciers et de tous les esprits mauvais, mais on ne peut pas vous délivrer de votre bouche. C'est ça. Et de vos pensées, on ne peut pas vous en délivrer. Hein. On va prier un peu avant que tu ne raccroches, s'il te plaît. D'accord, on va prier.
Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce. Merci pour cet échange. Merci pour cette réunion Zoom qui nous a bénis, qui nous a conciliés, qui nous a permis de parler de ce dont on ne parle pas tous les jours. Que ton Esprit Saint nous dispose, qu'il nous aide à découvrir nos zones d'ombre, à vouloir travailler sur nos réflexes et à pouvoir te servir avec amour, efficacité pour la transformation du monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. 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 Merci.